Tim Hortons est une chaîne de café qui représente le Canada dans une tasse. Les politiciens y font campagne. Les immigrants l'adoptent comme symbole de leur nouvelle patrie. Et une poule au Nouveau-Brunswick traverse la route tous les jours, juste pour traîner sur le parking. Avec tout ça, on pourrait croire qu'ils sont au sommet. Mais ce n'est pas vraiment le cas, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre tout ce qui n'a pas marché pour Tim Hortons. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Weird History Food. Ensuite, laissez un commentaire et dites-nous quelles autres boutiques de beignets vous aimeriez entendre parler. Maintenant, servez-vous une tasse de café canadien et prenez un beignet canadien, parce qu'on va se lancer. L'histoire de Tim Hortons commence comme la plupart des histoires canadiennes, avec le hockey. Miles Gilbert Tim Hortons est né à Cochrane, en Ontario, en 1930 et a passé 24 saisons dans la LNH. Il a principalement joué défenseur pour les Maple Leafs de Toronto et était réputé comme l'un des joueurs les plus forts de la ligue. Sérieusement, c'était le genre de gars avec qui les adversaires ne voulaient plus pas s'embrouiller, car se battre contre lui ressemblait moins à une bagarre ordinaire de hockey et plus à Rocky vengeant Apollo. Quand votre carrière implique des contacts réguliers entre votre visage et un palais voyageant à 100 miles à l'heure, la restauration n'est généralement pas l'étape logique suivante. Tim, cependant, pensait déjà à ce qu'il ferait après la fin de sa carrière de hockeyeur et rêvait depuis longtemps de se lancer dans la restauration. Lorsqu'il a rencontré l'homme d'affaires montréalais Jim Chirard, propriétaire d'une boutique de beignets, ce fut un vrai coup de foudre professionnel. Les deux ont fondé Tim & Jim Limited, un nom qui suggère qu'ils étaient nettement meilleurs au hockey et au beignet qu'en marketing. Et ensemble, ils ont ouvert 4 restaurants de burgers et de poulet en Ontario. Même si ces premiers établissements ont bien marché, les choses ont vraiment commencé à bouger le 17 mai 1964, lorsque le premier Tim Hortons a ouvert à Hamilton, en Ontario. Le café coûtait 10 cents la tasse, et il n'y avait que 2 sortes de beignets, les beignets aux pommes et les Dutchie, qui sont des beignets à la levure avec des raisins secs. Et c'était tout. Pas de menu saisonnier, pas de lait d'avoine, pas de beignets palais de hockey en édition limitée. Juste 2 beignets et une tasse de café pas chère, servi par un homme qui pouvait soulever la plupart de ses clients au développé couché. C'était parfait. Le nom de la chaîne, cependant, a connu quelques évolutions. D'abord, c'était Tim Hortons Donuts, puis Tim Hortons, et ensuite ils ont supprimé l'apostrophe, et c'est devenu Tim Hortons. Pourquoi avoir supprimé l'apostrophe ? Car les francophones canadiens deviennent grincheux. Et en 1993, les lois linguistiques du Québec ont rendu l'apostrophe possessive techniquement illégale sur les enseignes en français. Donc, c'est devenu Tim Hortons. Bref, comme même les policiers canadiens adorent leurs beignets, en 1965, un ancien agent de police nommé Ron Joyce a repris un établissement au 65 rue Ottawa-Nord. Il a ensuite ouvert 2 autres établissements. Et en 1967, Joyce et Horton étaient en partenaire à part entière. C'était, selon tous les témoignages, un duo idéal. Horton avait la notoriété et Joyce avait la rigueur opérationnelle nécessaire pour réellement développer la chaîne. Au début des années 1970, Horton n'entendait plus seulement un « ou », mais aussi le tintement des caisses enregistreuses. C'est généralement quand le sol se dérobe sous vos pieds. Tu pourrais avoir encore plus raison que tu ne le penses. Le 20 février 1974, Tim Horton jouait pour les Sabres et a perdu 2-4 contre ses anciens coéquipiers des Maple Leafs. Après le match, il est monté dans sa voiture pour rentrer à Buffalo. Et dans la matinée du 21 février, roulant à plus de 800 miles à l'heure, Tim a perdu le contrôle sur la QWE à Sainte-Catharine, en Ontario, et a été tué sur le coup à l'âge de 44 ans. Ce n'est qu'en 2005 que les détails de son autopsie ont finalement été rendus publics, et il a été révélé qu'il avait plus de 2 fois la limite légale d'alcool dans son organisme. Il prenait également un médicament sur ordonnance appelé Dexamyl. Donc la véritable cause de l'accident était la vitesse, l'alcool et, la vitesse. Après la révélation publique, la photo de Tim a été discrètement enlevée de tous les Tim Hortons. Ce n'est qu'en 2014 qu'un mouvement public a permis son retour. L'opinion est restée divisée et la chaîne qui porte le nom de ce membre du temple de la renommée n'a jamais su quoi faire de son fondateur, une figure complexe. Après la mort de son partenaire, Ron Joyce a rédigé un chèque d'1 million de dollars et a racheté les parts de la famille Horton, devenant ainsi le seul propriétaire de 40 établissements, ce qui, avec le recul, pourrait bien être la plus grande transaction immobilière de l'histoire du Canada. C'est comme acheter Manhattan contre des perles, sauf que les perles étaient un des beignets. Et le Manhattan, c'était finalement 500 établissements en 1991. Dès lors, la stratégie d'expansion de Joyce, très agressive, a éliminé la plupart des boutiques de beignets indépendantes et petites chaînes.
Le ratio de boutiques de beignets par habitant au Canada est devenu le plus élevé au monde, dépassant tous les autres pays dans une compétition dont la plupart ignoraient même l'existence. Ron Joyce n'a pas seulement créé la chaîne Tim Hortons, il a instauré un monopole agrémenté de vermicelles. À son apogée, Tim Hortons était bien plus qu'un restaurant, c'était une institution canadienne. Ce genre de choses qu'on décrit avec la même révérence que le hockey ou le système de santé universel. En 2016, le Canada était premier sur 80 pays pour la consommation de café en restauration. Mais n'oublions pas que les hivers canadiens sont presque une torture pour le corps humain. Et le café chaud, c'est de l'équipement de survie. Tout cela, c'était grâce à Tim Hortons, puisqu'il y avait un établissement pour chaque 9000 Canadiens. À titre de comparaison, il y avait un McDonald's pour 25 000 personnes. Tim Hortons était donc bien plus qu'omniprésent, une véritable infrastructure comme les routes, mais avec un glaçage chaud. Le poids culturel était réel. L'auteur canadien Pierre Burton a écrit que, sous bien des aspects, l'histoire de Tim Hortons est l'histoire canadienne par excellence. Une histoire de succès et de tragédie, de grands rêves et de petites villes, de valeurs à l'ancienne et d'affaires menées avec poigne, de travail acharné et de hockey. À leur arrivée au Canada, les immigrants ont fait de Tim Hortons le symbole de leur nouvelle patrie. En campagne, les politiciens font de Tim Hortons un arrêt incontournable, devenu l'équivalent canadien d'embrasser des bébés, sauf que ce sont des beignets. L'expression « électeur Tim Hortons » est entrée dans le vocabulaire politique de la même manière que « soccer mom » aux États-Unis. Une chaîne de café est devenue une catégorie démographique. La dévotion était si profonde qu'en 2016, CBC News a rapporté qu'une poule du Nouveau-Brunswick traversait chaque jour une rue très fréquentée pour passer du temps à picorer sur le parking de Tim Hortons. Elle arrivait chaque après-midi vers 13h, recevait sa dose quotidienne de miettes de Timbit, puis rentrait chez elle. Cela a réellement fait la une des journaux. Si cela ne montre pas ce que Tim Hortons signifiait pour les Canadiens, rien ne le fera. Même la pub était adorée. Déroule le rebord était la campagne annuelle où les clients soulevaient le rebord de leur gobelet pour découvrir des prix allant d'un café gratuit à des voitures. C'est devenu si ancré dans la culture que c'était presque une 5e saison. Déroule le rebord a existé de 1986 jusqu'à son passage entièrement numérique en 2020. Elle a survécu à des récessions, à 2 changements de propriétaire et à un incident tellement fou qu'il mériterait son propre podcast de True Crime. En 2006, un enfant a trouvé un gobelet dans une poubelle. Ne pouvant dérouler le rebord seule, elle a sollicité l'aide d'une fille plus âgée. Quand il s'est avéré que le prix était une Toyota RAV4, les 2 familles ont contacté des avocats. Tim Hortons a dû rendre une décision officielle, comme une minuscule cour suprême parfumée au café. Ils ont choisi la règle du « qui trouve garde », rendant tout Canadien fier. La famille de la plus jeune fille a gagné. Alors, tout allait si bien chez Tim Hortons, mais que s'est-il passé ? Tout a commencé, comme beaucoup de tragédies canadiennes, avec un Américain. En 1992, un franchisé de l'île du Prince-Édouard, qui possédait à la fois des établissements Tim Hortons et Wendy's, a décidé d'ouvrir un restaurant combiné. Le propriétaire a invité Ron Joyce et le président de Wendy's, Dave Thomas, à l'inauguration. Dave Thomas a été tellement impressionné que, le 8 août 1995, Wendy's International a acquis Tim Hortons dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 580 millions de dollars. Une institution typiquement canadienne a été vendue à une chaîne américaine de hamburgers. Le Toronto Star a qualifié cela de spectacle d'une autre grande icône canadienne tombée dans le gras des burgers Yankees, ce qui reste l'une des plus grandes phrases jamais écrites à propos d'une entreprise de beignets. Les Canadiens étaient mécontents, ce qui en dit long sur ce peuple réputé poli. La fusion a permis à Tim Hortons de dépasser McDonald's comme premier restaurateur au Canada, ce qui était impressionnant. Malheureusement, cependant, les dommages causés à l'identité canadienne de la marque étaient en réel, et ils n'ont pas disparu. Les 2 entreprises ont fusionné jusqu'en 2009, puis Wendy's a séparé Tim Hortons, redevenue une société cotée indépendante. Et le Canada a poussé un soupir de soulagement, s'est excusé pour le dérangement et est retourné à son café. Cette paix a duré jusqu'en 2014 lorsque Burger King, détenu par la société brésilienne de capital investissement 3G Capital, a acquis Tim Hortons dans le cadre d'une transaction de 11,4 milliards de dollars, regroupant les 2 chaînes sous une nouvelle société mère appelée Restaurant Brands International. Une étude du Centre canadien de politiques alternatives a averti que l'accord risquait d'avoir des conséquences extrêmement négatives pour les Canadiens. S'il n'était pas si poli, il crierait « Je vous l'avais dit » sur tous les toits. 3G Capital a réduit les coûts plus vite qu'un joueur de hockey ne perd une dent en 3e période. Ils l'avaient déjà fait avec Burger King, Heinz et Anheuser-Busch, et Tim Hortons était le suivant.
Les effectifs du siège social sont passés de près de 40 000 employés à un peu plus de 1000. Les franchisés, qui devaient désormais payer eux-mêmes les rénovations obligatoires de leurs magasins, ont commencé à être pressurés de toutes parts. Alors, pour riposter, ils ont formé un groupe appelé la Great White North Franchisee Association, ce qui est objectivement un nom incroyable pour un groupe de défense des boutiques de beignets. En 2017, cette association a intenté un recours collectif de 850 millions de dollars contre Restaurant Brands International, alléguant des tactiques d'intimidation et de harcèlement, des prix gonflés par le siège social, ainsi que le détournement de 700 millions de dollars de fonds publicitaires collectés auprès des propriétaires de franchises. Vous comprenez donc pourquoi l'association se préparait à jouer des coudes. Puis, en 2018, l'Ontario a augmenté son salaire minimum de 11,40 $ de l'heure à 14 $ de l'heure, une hausse qui a rapporté 5 400 $ supplémentaires par an aux employés à temps plein. Restaurant Brands ont refusé d'aider les franchisés à compenser le coût. Certains franchisés ont donc réagi en réduisant les avantages des employés et en supprimant les pauses payées. Certains franchisés, comme Ron Joyce Jr. et la fille de Tim Hortons, Jerry Lan Horton Joyce, se sont mariés et valaient ensemble plus d'1,5 milliard de dollars. Alors naturellement, ces Canadiens ont regardé les travailleurs au salaire minimum, qui gagnèrent 14 $ de l'heure, et ont dit « Vous savez quoi ? Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de vous laisser vous asseoir. » Ces personnes pourraient donc repayer le déjeuner de chaque employé jusqu'à la fin de l'univers, tout en gardant assez pour un yacht et une île voisine. Ils ont demandé aux employés de signer des documents renonçant à leur pause et payant la moitié de leurs avantages. Environ 50 manifestations ont éclaté au Canada. Si vous vous demandez comment tout cela a été perçu par le public, selon le classement annuel de la firme de recherche Léger sur les entreprises les plus réputées du Canada, Tim Hortons occupait la 4e place en 2016. En 2018, ils ont fait une chute spectaculaire et sont tombés à la 50e place. Et les mauvaises nouvelles ont continué. Tim Hortons a été désigné comme l'un des 5 plus grands pollueurs plastiques au Canada en 2018 et 2019, ce qui n'est pas très surprenant pour une entreprise dont toute l'identité repose sur un gobelet jetable. La même année, ils ont lancé un nouveau design de couvercle que les clients ont tellement détesté qu'ils vendaient les anciens couvercles vintage en ligne pour 200 $. Justin Bieber s'est impliqué et a lancé un sondage sur Instagram. 70% souhaitaient le retour de l'ancien couvercle. Mais la direction s'en fichait et le nouveau couvercle est resté. En 2019, Tim Hortons a décidé que la solution à leur crise d'identité était d'ajouter le Beyond Burger à leur menu. Sans doute parce que rien n'évoque le café et les beignets comme un steak végétal. Les clients ont réagi sans enthousiasme et le Beyond Burger a été retiré de la plupart des établissements en quelques mois. En 2020, ils ont aussi fait un sale coup en refusant d'accorder des congés maladie pendant une pandémie mondiale. Et enfin, en 2022, le commissaire fédéral à la protection de la vie privée a découvert que Tim Hortons suivait la localisation des clients une centaine de fois par jour via leur application, que celle-ci soit ouverte ou non. Le café préféré du Canada espionnait les Canadiens. Comment se sont-ils excusés? Une tasse de café gratuite et une pâtisserie. On dirait qu'ils n'avaient le plus de RAV4 à offrir. Pour faire court, en 2022, Tim Hortons occupait la 4e place parmi les chaînes de café au Canada. La chaîne qui détenait autrefois 62% du marché canadien du café perdait désormais face à McDonald's, Second Cup et Starbucks. Alors, où en est Tim Hortons aujourd'hui? Eh bien, les chiffres ne sont pas très bons. Au premier trimestre 2025, les ventes à magasins comparables ont baissé de 0,1%, en dessous des prévisions des analystes qui attendaient une hausse de 1,4%. Pour mettre cela en perspective, une entreprise canadienne qui avait autrefois un établissement pour 9000 Canadiens perd maintenant du terrain face à une chaîne de burgers américaine dirigée par un clown d'anniversaire. Néanmoins, la chaîne représente encore plus de 40% des revenus de restaurant Brands International, rendant la société brésilienne de Capital Investissement qui a saccagé Tim Hortons financièrement dépendante du redressement de Tim Hortons. L'ironie est tellement épaisse qu'on pourrait l'étaler sur un duché. À leur crédit, l'entreprise fait des efforts, ce qui aurait été impensable à dire en 2018, mais nous en sommes là. En 2024, ils ont lancé des pizzas fines, élargi leur menu de boissons froides, et le PDG Joshua Kopsa a annoncé l'objectif de porter la croissance des ventes de l'après-midi à 2 chiffres. Ils ont aussi annoncé, avec 10 ans de retard, qu'ils retrouvent leurs racines. Comme l'a dit un cadre de RBI, même si c'est intéressant de tester des burgers et des céréales, ce n'est pas pour ça qu'on est connu. Ce qui fait soupirer tout le monde, évidemment. À l'international, avec plus de 6000 établissements répartis dans 14 pays, la situation s'améliore en réalité, ce qui, ironiquement, ressemble à un prophète qui a perdu ses fidèles, mais qui a quand même gardé son église.
Alors quelle est la morale de l'histoire ? Arrêtez d'ignorer les besoins des gens qui ont hissé votre entreprise à la première place, hein. Alors qu'en penses-tu ? Comment jugez-vous le café et les beignets de Tim Hortons ? Dites-le nous en commentaire et découvrez aussi d'autres vidéos de Weird History Food.